Salut Tripi, moi ça me fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Et plaisir. ma première question pour toi, je voulais savoir comment t'es venue cette passion pour le foot. Alors, cette passion pour le foot, elle est venue familialement. Moi, mon grand frère jouait. Et il jouait à la Nicolaïde de Chaillot. Mais je pense que ça même vient bien avant d'être dans un club. Parce que c'est vrai qu'on se rapproche directement au club, mais ça vient dans la cour de récré, à jouer aussi avec mon frère, souvent, le soir, en bas de là où on habitait. Des fois, c'était dans des 1 contre 1. Mon père aussi était un joueur. Il jouait plus en vétéran à la Nicolaïde de Chaillot. Donc le dimanche, j'allais le voir jouer, mais je m'intéressais pas forcément à ce qu'il faisait. J'étais plus occupé à jouer avec les copains des parents. Donc à l'école, donc voilà, le football est venu à ce moment-là. Et tu vois, je regardais même pas le foot. Le foot, pour le coup, à regarder, je l'ai connu en 98. C'est là où j'ai vraiment connu, même mon premier match aussi, c'était en 98 quand j'ai commencé à regarder le foot. Mais je le pratiquais depuis déjà 3 ans. Donc c'est venu, bah, voilà, c'est un sport accessible. Et puis c'est aussi un sport où socialement, ben, forcément, dès qu'il y a un ballon, on veut tout jouer. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que bah d'ailleurs c'est à partir, tu parlais de 98, est-ce que c'est à partir de cette période-là où tu as commencé vraiment à jouer au foot dans un club ou non, tu as commencé quand même un peu plus tôt? J'ai commencé, moi, ma première licence, c'était la Nicolette de Chaillot. Donc, c'était un club D'accord. de mairie de Paris, Paris 16e. Après la Nicolette de Chaillot, je suis passé à la CBB, qui est un club plus UP, déjà en Île-de-France et même dans les Hauts-de-Seine. Et c'est là mes deux clubs amateurs dans lesquels j'ai joué étant jeune, mes premières licences, mes premiers aussi souvenirs en tant que jeune joueur dans un club. Je me rappelle à la Nicolette de Chaillot, ben, on a eu cette chance de gagner la coupe comme un peu la Coupe de Paris, où si Oui. tu gagnais, tu avais des invitations pour regarder Brésil-Chili au Parc des Ah, Princes, donc en 98. Donc on a gagné contre les Gobelins. Et je pense que ça s'appelait plus comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est Paris 13 athlétique. Donc on avait joué contre les Gobelins et à la CBB, ben, un club plus en termes de joueurs beaucoup plus huppé, mais en termes de licenciés. Et aussi des souvenirs de tournois, de matchs, de Coupe des Hauts-de-Seine gagnés. Donc voilà, ces moments-là sont très importants en fait, dans l'expérience vécue d'un jeune. ouais, ouais, bah c'est vrai, bah, comme tu dis, bah, d'ailleurs, à partir de quel moment pour toi le foot commence à devenir important et un objectif? Je veux dire, à partir de quel âge ou enfin, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu ce déclic et tu t'es dit, tiens, je peux aller au-dessus ou Ah, c'est enfin, venu tu, tardivement, hein. C'est venu tardivement, vraiment. Moi, le football, je joue par amour du jeu. Par amour du jeu, le fait aussi de se retrouver avec des copains, d'avoir cette compétition entre copains et adversaires, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir s'évaluer aussi. Et même quand je rentre en centre de préformation Paris Saint-Germain, ben, le fait d'être au Paris Saint-Germain, c'est plus en termes de prestige. Le maillot, le club, vu que moi je suis supporter du Paris Saint-Germain aussi, c'est l'époque 2004 ouais, entre 2002 et 2004 où tu as Ronaldinho, tu as Arteta, voilà, t'as Okocha, qui était le joueur sur lequel je m'identifiais le plus. Donc, tu as ces joueurs-là qui sont là, des magiciens. Et donc, c'est vraiment pour le prestige d'être au Paris Saint-Germain. Et vraiment où je ressens le déclic, c'est quand j'arrive au centre de formation. Entre fin U16 ou ouais, U16, U17. U16, U16, U18. Donc, nous, avant, c'était les U16 nationaux et les U18 nationaux. Donc, c'est à partir de ce moment-là, dans cette tranche d'âge où je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à faire, parce qu'après, je suis surclassé aussi moi, je suis de 1990, donc je suis surclassé avec les 89. Entre-temps, quand j'arrive en U16 nationaux, ben, la même année, je me retrouve à gagner le championnat de France avec la génération 87. Donc 87, c'est Clément Chantôme, c'est Youssouf Moulombou, c'est Laris Mabiala. Donc c'est avec des joueurs qui ont 3 ans de plus que moi. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, je me dis,
Ah ouais, d'accord. Donc, si des personnes, et notamment des experts dans leur métier, dans leur domaine, arrivent à percevoir certaines choses me concernant, peut-être il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je dis avec toute modestie, moi, je savais vraiment pas comment terminer pro. Moi, je voyais des joueurs jouer, mais tellement que j'étais focalisé sur l'amour du jeu, je savais pas du tout. C'est vraiment quand on arrive tardivement, quand on voit aussi certains jeunes aussi s'entraîner avec les pros, qu'on se dit, ben, en fait, on est tout proche. Et que peut-être, si on se donne un peu plus, on fait un peu plus attention, ben, il peut se passer des choses. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi, enfin, on peut ne pas se mettre de pression et pourtant y arriver, t'en es cette preuve-là. Et bah comment, parce que je me suis toujours posé cette question-là, mais comment le Paris Saint-Germain vient comment il te détecte tout simplement et comment il s'intéresse à toi, comment il te repère, comment ça se passe la première prise de contact avec le PSG à l'époque? Bah, la première prise de contact, vu que j'étais dans un club un peu plus haut, qui est la CBB, qui est quand même référencé en Île-de-France en termes de club, comment ça se passe? C'est que le club envoie une lettre. Le Paris Saint-Germain envoie une lettre d'invitation à la CBB. La CBB, normalement, je dis bien normalement parce que j'ai quand même eu des coups bas, est obligée de te prévenir que tu as été invité pour une détection, pour un match. Et à partir de là, soit tu acceptes, soit tu déclines. Donc moi, dès que le Paris Saint-Germain est arrivé, j'ai accepté. Et du début des détections jusqu'à la fin, j'ai fait tous les tours. J'ai fait tous les tours au Paris Saint-Germain. Et après, dans les avant-derniers tours, il y a un tournoi à faire. T'as un tournoi. Nous, c'était le tournoi d'Angoulême. Et à l'issue du tournoi d'Angoulême, là, on voit si tu es pris ou pas. Donc là, après, tu reçois encore une lettre. Là, il y a déjà contact aussi avec les parents. Et après, derrière, tu as un formulaire à remplir parce que forcément, tu vas rentrer à l'internat. Il y a un collège aussi, il faut s'inscrire. Donc, il faut avoir des dérogations aussi pour rentrer dans ce collège parce que moi, je suis pas issu du 78. Et après, ça se passe comme ça. Mais ça se passe également même dans d'autres clubs. Je vois. Et bah comment s'est passé ton intégration, enfin ton arrivée, comment tu t'es senti toi personnellement? Ça fait un peu bizarre parce que on quitte quand même le contexte familial. Donc, on passe d'une année où on est toujours avec ses parents, avec ses frères et sœurs, à se retrouver à l'internat, 7 jours sur 7, pratiquement, même si on rentre chez nous le vendredi soir, mais très rapidement on revient. Et 24 sur 24 avec que des garçons issus de différents milieux. Et forcément, ça chamboule parce que socialement, c'est là aussi que tu te construis. Donc, il faut savoir coopérer avec l'ensemble des partenaires, tes nouveaux coéquipiers. Donc, au début, pas facile parce que c'est un éloignement familial. Et après, on s'y fait un petit peu. Après, il faut savoir que forcément, quand on arrive dans un groupe au PSG, tu avais l'association qui est toujours là, l'association, et tu as les joueurs de l'extérieur. Donc, forcément, ceux qui étaient à l'association depuis plusieurs années, nous, on prend leur place. C'est-à-dire sur un effectif de 16, il y a huit joueurs qui issus de l'association, donc qui ont fait de U8 on va dire, jusqu'à U12. Et tu as les gens de l'extérieur qui arrivent. Donc forcément, cette confrontation aussi, elle a un peu, faut savoir bien jauger, faut savoir s'acclimater, faut savoir essayer d'apprendre à connaître l'autre. Ouais. Et bah d'ailleurs, bah, comme tu le dis toi-même, bah, tu arrives là-bas au Paris Saint-Germain, dans le centre de formation. Euh, Comment ça se passe aussi dans le sens, est-ce que tu sens une certaine concurrence, comme on dit souvent dans les grands clubs, il y a la concurrence, il y a un tel qui veut prendre la place de l'autre. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça, ou vraiment vous étiez une bande de jeunes, vous vous entendiez tous bien, ou vraiment tu sentais ce côté déjà très jeune, compétition, compétitivité, tout ça? J'ai eu, surtout au centre de préformation, après la formation, j'en parlerai. En centre de préformation, j'ai quand même eu un éducateur qui a énormément fait, qui a joué un rôle quand même primordial dans notre développement, que ce soit individuel et collectif. C'est Christian Mas. Et Christian Mas, quand j'arrive au Paris Saint-Germain, c'est mon premier éducateur. Donc, c'est aussi la première fois que, en tant que groupe, on va évoluer à 11.
Donc 11 joueurs, parce que nous, c'était foot à 8. Et on n'était pas une grosse génération par rapport au 89. Donc la génération 89, c'est David Ngog et Younous Sankharé pour ceux qui connaissent. Oui. Et donc nous, on était un petit, nous, c'était la génération 90. Et il a su créer déjà un groupe au niveau social, donc le fait de vivre ensemble. Et il a su créer aussi une intelligence collective, le fait de faire ensemble. Et c'est vrai que la concurrence, on ne la sentait pas. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que cette concurrence, soit saine, soit bénéfique aussi pour le développement du joueur et du groupe, et que forcément tout le monde aura sa chance. Parce qu'on est dans un centre, on est dans un centre de préformation, donc on nous apprend aussi à faire face à plein de choses, à faire face à la réussite, à l'échec, au fait de ne pas être dans le groupe. Donc ça nous permet aussi à nous de relativiser, même si on est jeune, on a la découverte aussi de nos émotions, qui vont aussi nous permettre après de nous construire en termes d'identité. Au centre de formation, tu le ressens un peu plus. Parce que forcément, tu arrives à 16 ans, 15, 16 ans, et tu te rapproches un peu plus on va dire, des professionnels. Donc oui, tu le ressens un peu plus, parce que c'est, en fait, comme moi j'avais un entraîneur qui le disait, c'était Franck Betolila, il donnait l'image d'une pyramide. Donc il disait, bah, quand on voit une pyramide, il disait qu'en bas, on est tous là, et plus on monte en étage, plus la pyramide se resserre. Et sur la pointe de la pyramide, bah, il y a peu d'élus. Et ce qui est vrai. Donc on essaye de bien vivre ensemble, mais en même temps, on sait que nos places aussi sont chères et que ben, chaque année, tu as des joueurs, des potes à toi, qui s'en vont. Et c'est comme ça, parce que c'est aussi de la sélection, on va dire, naturelle. Mais on essaye voilà, d'occulter tout ça et de faire en sorte de passer un maximum de bon temps ensemble. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, j'ai vu en plus que toi, t'étais un joueur quand même plutôt polyvalent. Tu pouvais jouer milieu de terrain ou alors bah, arrière latéral. Est-ce que ça t'a aidé du coup avec tes différents entraîneurs, le fait d'être polyvalent ou pas spécialement? La polyvalence, moi, quand je jouais, elle était un peu mal vue. Mal vue, ou en fait, c'était un peu le couteau suisse. Ça veut dire que ben, Trippier, on peut le mettre partout, on sait qu'il va faire l'affaire, mais sans pour autant que je sois, on va dire, le meilleur. Tu as des gens qui jouent dans des postes, c'est les meilleurs à leur poste. Moi, j'étais pas le meilleur à un poste précis, mais j'étais bon dans les postes dans lesquels on me mettait. Et par moments, ça pouvait me jouer des tours, bah, parce qu'en fait, le coach ne savait pas trop me situer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et tu vois bien comment le foot il évolue. Et ça, c'est aussi une caractéristique propre à moi, parce que moi, je suis vers le foot qu'on voit aujourd'hui, alors que moi, ça fait depuis des années que je le connais. Et c'est vrai que cette polyvalence a été bénéfique humainement, parce que ça m'a permis aussi d'observer le jeu, de savoir, par rapport au poste auquel j'ai joué, les compétences qu'on devait avoir. Mais ça m'a déjoué aussi, bah, parce que j'étais pas forcément titulaire en puissance lorsque j'ai évolué en pro. C'est-à-dire qu'en pro, Ouais, je jouais, j'étais bon, mais j'avais pas ce déclic du ah ouais, toi, t'es vraiment bon à ton poste. Ça veut dire que t'es intraitable. Donc peut-être oui, c'est sur ouais, ça, je vois. après ça, c'est mon interprétation, hein. Peut-être c'est sur ça que la polyvalence a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai. Bah, du coup, bah, tu le disais, donc il y a cette petite pyramide là, et toi, bah, tu arrives à franchir les étapes petit à petit, et bah, t'arrives quand même au bout de cette pyramide. C'est à l'époque, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Paul Le Guen qui te lance. Ouais. Euh, comment comment ça se passe? Comment t'apprends ton intégration à l'équipe A et qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? J'imagine qu'il y a plein d'émotions qui ont dû te traverser l'esprit. Ouais, c'est en fait une grosse opportunité. Faut savoir que moi, à ce moment-là, au Paris Saint-Germain, ça se passe pas énormément bien. Ça soit même relationnel avec le coach que j'avais à ce moment-là en U18 nationaux et même un petit peu avec la direction pour différentes raisons, que ce soit des changements de poste ou même de la manière comment la relation humaine.
Et c'est vrai que quand Paul Le Guen il arrive au Paris Saint-Germain, bah, comme j'ai dit, c'est une opportunité et en fait, je sais même pas comment l'expliquer. C'est que bah, à un moment donné, ils avaient besoin de joueurs et j'ai été cité. Alors que, comme j'ai dit, ça se passait pas très bien et que moi, j'étais pas encore en CFA. Moi, j'étais qu'en U18 nationaux. Donc, ça veut dire que sur un entraînement, ça s'est bien passé. Et en fait, après, chaque fois qu'il avait besoin d'un joueur, ben, il faisait appel à moi. Compliqué parce que je passais devant des joueurs de CFA qui, eux, étaient là depuis plusieurs années. Mais une opportunité parce que ben, Paul Le Guen, à ce moment-là, avait détecté un potentiel à en devenir sur ma propre personne et qui voulait l'exploiter. Ce qui a été bénéfique parce que j'ai réussi à intégrer le groupe professionnel très rapidement et faire aussi un match pro aussi très rapide. À 19 ans, j'ai joué. Mais c'est à l'âge de 17 ans, 18 ans que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. De temps en temps, après ça s'est fait plus régulièrement en 2008, 2009. Donc ouais, 18, 19 ans. Ah bah ouais, Parce que c'est ça, vraiment, c'est ça. ouais. T'es lancé en plus, si je dis pas de bêtises, c'est dans un match de Coupe d'Europe. Ouais, j'étais C'est lancé contre en. Wolfsburg en 2008-2009 et tu remplaces bah, d'ailleurs Sylvain Armand. Si je dis pas de bêtises, tu le remplaces ou En fait, sur le je premier sais match, plus. en fait, sur le premier match que je joue, donc comme je t'ai dit, 2008, 2009, c'est là où j'intègre le groupe professionnel. Mais ça faisait déjà un an que je m'entraînais un petit peu avec eux. Et en février 2009, je joue mon premier match face à Wolfsburg en C'est Coupe de ça. l'UEFA qui est maintenant l'Europa League. Et là, je joue milieu gauche. Parce qu'en fait, moi, quand je monte avec les pros, la première fois quand je monte avec pro, moi, je suis milieu de terrain. Oui. Et en fait, sur cette période 2008-2009, Sylvain Armand est le seul latéral gauche dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et comme je te parlais avant de les relations humaines et ce qui s'était passé en formation, c'est qu'il voulait me changer de poste. C'est-à-dire que moi, j'étais milieu, moi, en centre de formation. Et moi, j'ai refusé. C'est-à-dire que moi, j'ai dit non catégorique. Parce que j'étais bon en milieu de terrain. Et je savais que si tout se passait bien et si je continuais à apprendre, ben, je pouvais sortir aussi en tant que milieu. Et donc, c'est une petite bagarre un petit peu entre le club et moi, par rapport dans cette période-là, en termes de changement de poste. Et c'est vrai, quand on m'a expliqué le projet, ben forcément, j'ai accepté. Donc, ça veut dire quand on te dit, ben, si tu te mets latéral gauche, tu vas monter rapidement avec les pros et potentiellement, tu vas peut-être avoir du temps de jeu parce qu'il n'y a qu'un latéral gauche, ben forcément, tu réfléchis. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est la meilleure réponse que j'ai eue, mais sur le moment, sur l'instant présent, bah, j'accepte. Donc forcément, quand j'accepte, bah, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que je fais mon premier banc face à Lorient parce que Armand est suspendu, c'est Roten qui joue latéral gauche et moi je suis déjà sur le banc. Et après, en février, je joue mon premier match latéral gauche. Et après, quand je joue mon premier match, là, Sylvain Armand se blesse et j'enchaîne après 4 matchs, 3, 4 matchs en latéral gauche. Donc, le fait d'avoir accepté, oui, ça s'est fait. Donc, tout s'est déroulé comme ils l'ont prédit. Donc, après, tant mieux. Et après, ça m'a permis après de jouer, de signer pro, et après voilà, de continuer dans le groupe professionnel. C'est ça. Puis il faut aussi, comme tu disais, savoir saisir les opportunités. Puis t'as saisi aussi ta chance. Hein, et je pense que on l'aurait tous fait à l'arrivée. Hein. Demain, un club PSG qui tu veux nous appelle même pour jouer arrière gauche. On le fait tous. Donc je peux comprendre ton point de vue. Et bah du coup bah tu joues comme tu dis, t'enchaînes donc t'as Wolfsburg et puis après les matchs de Ligue 1. Comment ça se passe? Est-ce que au début toi quand tu rentres, est-ce que tu as les jambes un peu qui tremblent ou est-ce que tu appréhendes un petit peu ou est-ce que vraiment tu y vas en toute décontraction, confiance ou comment ça se passe? Moi je me pose toujours la question, tu sais ces jeunes joueurs qui arrivent dans leur club formateur et qui sont lancés, comment ça se passe vraiment pour toi? Bah, t'es excité déjà. T'es excité parce que tu sais que tu vas jouer, donc ça t'empêche aussi de dormir des fois. Ça t'empêche de dormir. Et c'est vrai que moi, j'ai été sujet
je veux pas dire de l'anxiété, mais à du stress. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je jouais, j'avais un stress quand même énorme du fait de bien faire. C'est-à-dire que moi, je voulais être sur le terrain, que limite, ça soit parfait. Bien sûr, ça n'existe pas. On peut que s'améliorer et être au moins dans l'excellence. Mais, mais le fait de jouer au Paris Saint-Germain, ça m'a donné quand même beaucoup d'énergie. Parce que moi, je suis issu du club déjà. Je suis un Titi parisien. Moi, mon histoire, c'est que j'ai vécu à 15 minutes du Parc des Princes. J'ai été scolarisé au lycée Claude Bernard, le lycée qui se trouve en face de la tribune Auteuil. Donc, ça veut dire que moi, je jouais devant la tribune Auteuil, qui est la tribune Auteuil. C'était des buts pour moi. C'est-à-dire que quand je jouais, je tapais pour marquer des buts. Et même quand j'allais aussi dans la tribune Boulogne, il y avait une petite fosse. Quand on descend les tribunes Boulogne, ben, je jouais au foot aussi ici. Le parking qui est en face de la tribune Borilly, avant c'était un parc. Donc moi, je jouais ici aussi. Et le stade Jean-Bouin, qui était avant un stade on va dire, de hockey sur gazon, avec le stade français. Ben moi, tout cet environnement-là, moi, j'ai joué ici. Donc ça veut dire que moi, quand je rentre, ben, en fait, moi, je suis content de jouer au Paris Saint-Germain parce que j'ai aussi mes potes aussi qui sont là. Donc ce soutien moral, bah, me dit, bah, en fait, tu joues et puis tu fais ce que tu as à faire. Bien sûr que c'était parfois compliqué parce que tu joues quand même en Ligue 1 face à des grandes équipes, mais ça a été un apprentissage, apprentissage parce que le poste de latéral gauche, je l'ai, on va dire, le savoir-faire que j'ai dû avoir, que je devais avoir en latéral gauche, je l'ai fait en Ligue 1, pas en formation, parce que je suis passé latéral gauche tardivement. Donc, ça veut dire c'est sur le tas que j'ai commencé à apprendre ce que c'était un latéral gauche. Donc, le faire alors que tu es professionnel, c'est compliqué. Oui. Et ben, le fait d'avoir aussi un soutien émotionnel autour de toi bah, te permet ben, de faire en sorte de bien faire. Oui, bah ouais, c'est vrai. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai reçu aussi Julien Palmieri il y a de ça quelques semaines. Et donc lui qui était à Bastia et qui me racontait que les supporters bastiais, d'autant plus qu'il était de là-bas, de Corse et tout, ils étaient d'autant plus durs avec lui qui était de Bastia, qui jouait au club. Est-ce que toi, tu as eu cette même sensation? Est-ce que tu as ressenti aussi cette pression ou cette exigence envers toi des supporters ou pas trop? Au Paris Saint-Germain? Oui, Non, 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 non. Non, 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 parce que en fait, c'est différent. C'est différent, le contexte est différent. Moi, le fait que je sois vraiment un Titi, même tous les Titis qui sont sortis, ils sont un peu indulgents. Bien sûr, on est au Paris Saint-Germain et on veut que les petits performent. Ça, c'est normal parce que c'est aussi des enjeux économiques et c'est la réalité du foot. Mais ils sont indulgents parce qu'ils aiment voir des titis. Tu vois, nous, saison 2007, 2006-2007, à l'issue de cette saison, quand on est champion de France avec les 18 ans, en U18, avec la génération 87, en 2 ans, t'en as 10. T'as 10 joueurs issus du centre de formation qui arrivent dans le groupe pro. Donc de la génération 87 à la génération 90. Et c'est quelque chose qui s'était plus fait au Paris Saint-Germain. Et en fait, les supporters étaient contents de nous voir. Parce qu'ils se disaient, bah, ok, on a des stars. Ronaldinho, que ce soit Ronaldinho, Kocha, Pablo Sorin, bref, tous les stars qui sont arrivés au Paris oui, Saint-Germain, même Anelka quand il est revenu. Mais d'avoir des joyaux du pur parisien, bah, c'est quelque chose que les supporters veulent encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est l'ADN aussi du club. C'est comme ça. c'est vrai. Parce que l'île de France est un bassin exceptionnel en termes de vivier et que ce C'est soit clair. même en termes de diversité et de vivier footballistique. Bah, si en Ile-de-France, tu n'arrives pas à le faire vivre et à faire émerger, bah, forcément, ça va être compliqué. Et ils étaient contents. Après, oui, il y a eu des performances qu'on aurait pu mieux faire. Donc forcément, quand tu joues, bah, forcément, il faut que tu sois performant. Et si tu ne l'es pas, ils vont être critiques, mais ils vont dire, OK, d'accord, OK, bah, c'est que tu n'as pas le niveau aujourd'hui. Mais on va pas te rentrer dedans encore plus. Tu n'as pas le niveau, bah, il faut que tu quittes. Et c'est comme ça, en fait, c'est le foot, hein.
Ouais, bah ouais, ouais, non, mais c'est vrai, t'as bien résumé. Bah, de toute façon, on le voit aujourd'hui, hein, le Paris Saint-Germain, bah, je prends aussi l'exemple de Rennes et Lyon. Ils font partie vraiment des gros centres de formation français, même si je suis d'accord avec toi, bien sûr, c'est en Île-de-France, il y a un énorme vivier, c'est la capitale, c'est là que vraiment voilà, tout se passe. Mais oui, enfin, le Paris Saint-Germain a toujours baigné dans son centre de formation. On regarde aujourd'hui avec les Mayoulou qui sont sortis, qui ont marqué en finale de Ligue des Champions, le petit Mbaye là qui a gagné même la CAN récemment. C'est que bah, le Paris Saint-Germain a toujours fait aussi le travail en termes de formation. Ouais, ouais, ouais. Bah après, ça a toujours été important d'être, en fait, de former ce que tu as dans ton centre, dans ta maison. Et je trouve ça gratifiant aussi pour les jeunes qui jouent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un club beaucoup plus respecté, beaucoup plus fort aussi en termes d'institution. Ce qui permet aussi aux gamins de venir avec un besoin, un climat de sécurité qui leur permet de performer, que leur potentiel puisse aussi se développer sereinement, mais tout en n'oubliant pas que rien n'est dû, rien aussi est au mérite, faut aller chercher. Donc maintenant, aujourd'hui, on a ces joueurs qui sont là, qui essayent de faire en sorte de aussi laisser la place à leurs partenaires, surtout ceux qui sont au centre de formation, et c'est très bien. C'est vrai. Mais toi, c'est qui le joueur qui t'a vraiment le plus impressionné au Paris Saint-Germain, avec qui t'as joué, enfin vraiment tu le voyais à l'entraînement, tu te disais oh là là, c'est fou. Bon, comme je dis, moi, mon modèle déjà, c'était Okocha. Ouais, Okocha, ça a c'est pas été mal. le joueur sur qui je me suis identifié très rapidement, et c'est dû aussi à la Coupe du Monde 98. Le maillot du Nigeria, un peu vert fluo, blanc, Oui, noir, et tu très très vois beau. un joueur avec des jambes un peu arquées, qui fait des dribbles extraordinaires, qui est très chaloupé dans sa manière de faire et d'être, et aussi sa teinture aussi c'était stupéfiant. Et après, au Paris Saint-Germain, lorsque je vais au Paris Saint-Germain, t'avais, en fait, t'avais plusieurs styles. T'avais Mamadou Sakho avec qui j'étais formé, qui était lui un peu plus au niveau du mental, tu vois, Oui, la détermination. Et c'est vrai que ça c'était, tu sais, tu vois, j'ai eu cette chance vraiment de le voir se développer et son histoire, vu que je la connais, et de le voir aussi se développer par rapport à son histoire et de l'avoir suivi jusqu'en pro. Cette détermination qu'il avait fait qu'aujourd'hui, sa carrière parle pour lui. Après, tu avais c'est vrai. aussi Néné, Néné qui était un vrai bon joueur parce qu'il a allié quand même il a allié quand même le futsal avec le football de 11 et de haut niveau parce que c'était pas quelqu'un qui allait vite. Mais C'était par fort, ouais. contre, dans sa vitesse d'exécution, dans ses prises de décision, c'était phénoménal. Après, j'ai eu la chance aussi de jouer avec Makelele et Julie et Coupé. Donc, trois vraiment Oui, anciens qui ont eu d'énormes carrières et avec qui je m'entendais énormément bien. Ils m'ont tous donné des conseils. Et je trouve que, d'avoir pu être à ce moment-là, dans ce groupe-là, avec ces joueurs-là, ça m'a été bénéfique tout au long de ma carrière, surtout en termes d'éthique de travail. Que ça soit Coupé, c'est un mordu de travail. Claude Makelele aussi, pareil. Et Julie, bien sûr, à leur manière, mais ça a toujours été incroyable de pouvoir les regarder. Et puis, tu avais aussi Cessignon. Cessignon oui, qui voilà, dans sa corpulence, arrivait quand même, par ses dribbles, à déstabiliser l'adversaire. c'est vrai, c'était fort. Bah, c'est vrai que t'as quand même. Bon, c'est vrai que bon, t'as pas connu malheureusement l'époque qatari quand ils sont arrivés, mais t'as connu aussi des très bons joueurs, hein. Je veux dire, comme tu citais, Julie, Makelele, Néné. Bah, c'était aussi un bon Paris Saint-Germain que t'as connu. Donc, Ah oui, oui, oui. Après, moi, c'était encore un Paris Saint-Germain qui essayait de se développer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont recruté, que ce soit Kezman, Claude Makelele, Julie, Coupé. Donc, c'était des joueurs qui avaient connu des grandes choses dans leur carrière. Et c'était un petit peu pour structurer, que ce soit le club au niveau instance et surtout sur le terrain, d'avoir aussi comme des grands frères. Après, j'ai pas connu l'RQSI, mais il y a des joueurs qui sont venus, notamment là en tête, parce que je l'ai vu récemment, Gamero, qui arrivait oui, encore avant que je parte, qui était quand même,
l'un des plus grands attaquants aussi français, C'est vrai. que ce soit Strasbourg, Lorient, après ce qu'il a fait à Séville et dans les clubs dans lesquels il est passé, comment il a performé. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai connu que 2 semaines, hein, mais qu'on a eu un lien fort. Donc pour le moment, c'est le seul joueur joué. Après, quand Matuidi est venu, je suis parti. Menez et tout, je suis parti. Pastore, j'étais déjà parti. Moi, le seul que j'ai connu, même avant que QSI rentre, mais qui était déjà là, c'était Gamero. Et Bodmer aussi. Gamer. Bodmer, j'ai connu un petit peu avant. D'accord. On va recentrer un petit peu plus le sujet vers toi. Donc du coup, bah, après le Paris Saint-Germain, tu décides de rejoindre Brest. Est-ce que c'est toi qui l'as décidé parce que tu avais besoin de grappiller du temps de jeu, ou est-ce que c'est un commun accord en fait avec le Paris Saint-Germain, où on te dit bah tout simplement qu'on va plus acheter, enfin ils étaient sur une autre politique, ou alors vraiment toi tu voulais grappiller du temps de jeu, comment ça se fait en fait? Alors, il y a déjà trois versions. Trois versions, c'est la première, c'est que moi, je suis au Paris Saint-Germain. Entre-temps, je suis aussi en équipe de France Espoir. Oui, Il y a des objectifs aussi en équipe de France Espoir. Et j'arrive à un moment où je ne demande pas à être titulaire, mais à faire partir quand même, à faire partie d'une vraie rotation. Bien sûr, tout dépend des entraînements que tu fais. Mais je faisais des bons entraînements, même si j'étais au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que mes entraînements, ils étaient de qualité. Mais ça veut pas dire que je devais être titulaire. Mais au moins, être dans le groupe, rentrer 10, 15, 20 minutes, des fois même 30 s'il le fallait, ou des fois dans des rotations, le faire. Chose que je n'avais pas quand c'était Camboire qui était coach. Notre relation n'était pas la plus saine possible. Donc, j'avais cette envie de départ. Mais si je pouvais rester au Paris Saint-Germain, je serais resté à vie, hein. ouais, C'est-à-dire que moi, comme Totti. En fait, moi, j'étais comme Totti. Moi, j'étais chez moi, j'étais tranquille, mais vraiment. J'étais chez moi, j'étais tranquille. Même si je pouvais avoir des idées de carrière, aller à Manchester et tout, mais si le Paris Saint-Germain s'était positionné avec un contrat à vie, je l'aurais tu serais signé. resté. Même avec un salaire, je l'aurais signé. Parce que vraiment, c'est vraiment chez moi. Donc, il y avait cette pensée de ma part de vouloir partir. Parce que je voulais euh, être pris en considération dans un groupe. Vraiment être pris en considération, c'est que mon avis compte aussi. Ouais. Deux, Comboré voulait que je parte. Ben, parce que quand tu pars, ça fait de la place aussi pour d'autres joueurs. Oui, forcément. Donc lui aussi voulait que je parte. Euh, et la troisième version, c'est quand le Paris Saint-Germain est racheté. Donc on est à Albufeira au Portugal, en stage. Euh, on termine l'entraînement. Et en fait, on nous dit, faut aller dans la salle de conférence. Il y a quelqu'un qui va arriver qui va vous parler. Donc tout le monde est un peu désabusé, on se regarde, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Et pour le coup, moi, je lisais pas un peu la presse. On lisait pas la presse. Dès qu'on est dans la salle de conférence, on voit qui est arrivé Leonardo. Donc Leonardo arrive, il fait son speech. Voilà, le Paris Saint-Germain a été racheté, tout va changer, tout va changer. Donc c'est moi le nouveau directeur sportif. Nasser viendra, il parlera, mais pas tout de suite quoi. Plus tard. Mais là c'est moi qui, pour le moment, qui gère. Et moi en fait, moi j'avais déjà cette envie de départ parce que, tu vois, même en fait quand t'es en tournoi, tu peux partir à tout moment. Oui. Et en fait le lendemain d'un match face à Benfica, ou avant le match, j'ai une discussion avec Leonardo. Parce qu'il savait que je voulais partir. Enfin, il savait que je voulais partir et que le club voulait que je parte. Et il m'a dit, écoute, nous on vient d'arriver. En fait, on connaît personne. Donc en fait, tout est remis à zéro. Donc là, en fait, c'est toi qui décides. Et c'est vrai que quand il me le dit, bah, je me dis, ah ouais, voilà, là c'est gros dilemme. Mais en fait, le dilemme se calme très vite parce qu'en fait, il y a Camboré qui est là. Et je sais que je vais Oui. pas jouer. Je sais que je vais pas jouer. Ou si je vais jouer, ça va être des matchs ben, un peu casse-pipe.
Ouais. Des coupes de France contre Martigues, des. C'est pas une question que je dénigre, mais je me dis, je peux quand même avoir plus. Ah, on ne fera pas jouer les classicos, les matchs contre Ouais, Lyon, tout ça. mais vraiment, ça, j'ai aucun problème, hein, que je joue pas les classicos et tout, mais voilà, donne un peu de considération ben, aux joueurs qui sont là, qui essayent de faire les choses pour progresser et faire en sorte que l'équipe progresse. Et c'est vrai que quand Leonardo me dit ça, ben, moi, ma décision, en fait, elle est. Moi, je sais que si lui, il est là, en fait, je veux pas me sentir bien. Aujourd'hui, je dirais pas ça à un joueur. Ou un joueur, je lui dirais, tu t'en fiches de ce que le coach il va dire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le coach, ça passait pas parce que ben, c'est bon, j'avais envie de changer. Donc, j'ai pris la décision de rejoindre Brest, alors que Nantes aussi, je pouvais avoir aussi Nantes en Ligue 2. Mais j'ai choisi d'être en Ligue 1. Après, c'est des choix de vie, hein. Bah oui, après ça s'entend, c'est compréhensible. Bah, en plus, j'imagine que Brest, quand ils te prennent, ils te promettent aussi, enfin une place, ils te promettent du temps de jeu. Je veux pas dire une place de titulaire, mais ils te promettent d'être dans la rotation au moins et que tu auras du temps de jeu. Ouais, ils me promettent du temps de jeu. En fait, c'est pas qu'ils me promettent du temps de jeu, ils me disent que si tu fais des choses, tu vas pouvoir jouer. Oui. Mais quand j'arrive, ça se passe pas comme ça. Parce que à Brest, c'est Corentin Martins, le directeur sportif, qui me veut. C'est avant, c'était beaucoup en fait le directeur sportif qui faisait. Enfin, avant, c'était l'entraîneur. Après, ça a été le directeur sportif. Moi, je suis arrivé au moment où c'est le directeur sportif qui fait les recrutements, sans pour autant avoir l'aval de l'entraîneur. Donc, c'est vrai que quand j'arrive à Brest, c'est un bon club historique. L'ambiance est un peu british. Mais pareil, je retombe en fait sur des relations humaines mais qui sont pas saines. Moi, en fait, j'ai seulement envie de jouer au foot, moi. Parce que moi, je kiffe le foot. Comme je disais, c'était le directeur sportif qui me voulait et pas le coach. Donc forcément, quand t'es pas désiré euh, dans un environnement, bah forcément c'est compliqué, hein. Comme je dis, moi je voulais seulement jouer au foot, essayer de faire en sorte de voilà d'être dans un club intermédiaire, et pouvoir toujours progresser et savoir si tu as le niveau Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui j'avais pas le niveau Ligue 1. J'avais un niveau Europa League un petit peu, des rentrées, mais tu t'es pas jaugé pour savoir si tu as vraiment le niveau Ligue 1. Donc, donc compliqué relationnellement à Brest, même si j'ai joué. Après, compliqué aussi parce que bah, tu sais, quand t'es pas dans un environnement où tu sais qu'on n'a pas confiance en toi, bah forcément c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas jouer, tu auras une épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, on va pas te louper. Et c'est vrai qu'à Brest, même si le club est sympa, tu parlais de est-ce qu'ils te mettent la pression? Là, à Brest, j'ai senti. Et j'ai senti parce que, et attention, hein, ça c'est que mon interprétation, jeune joueur, issu de l'Île-de-France, parisien, donc joué à Paris. Et en fait, ça déjà, c'est compliqué. Parce que bah, en France, on a tous des terroirs. La Bretagne, les Oui, Basques, Corse, voilà, et ça c'est tout à fait normal. Donc forcément, bah, chacun a un avis sur ce qui se passe chez son voisin. Donc c'est forcément, clair. le jeune d'Île-de-France, mais il n'est pas perçu d'une bonne manière dans les autres territoires. Et il n'y a pas de problème, c'est leur œil, c'est leur avis, et ça, j'ai aucun souci. Mais ça a été une complication parce que moi, pour le coup, on ne me loupait pas. J'ai fait une erreur dans un match, Brest-Ajaccio, donc c'était impératif qu'on devait gagner. Et ce match-là, je joue, mais il faut savoir que ce match-là, je joue avec 3 points de suture à la cheville gauche, donc aucune sensation. C'est-à-dire que quand je joue au sol, le ballon il va loin. Quand j'essaye de jouer loin, le ballon il va au sol. Donc rien, j'avais rien. Mais je décide de jouer parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie aussi d'aider le club, parce que le coach il a besoin de moi. Alors que ça se passe, mais vas-y. Et à un moment donné, même si ça n'excuse pas ça, mais je fais une passe en arrière à mon gardien. Et l'attaquant que j'avais pas vu, parce que j'étais face à mon gardien, il anticipe et il marque derrière. Et à la suite de ça, le coach sur RTL, il me défonce. Mon père à son âme, c'est Alex Dupont. Oui. Donc sur la radio, il dit que c'est une faute professionnelle.
ok, c'est une faute professionnelle parce que bah, forcément, tu es en pro, mais moi, j'ai que 21 ans. Donc, t'es encore en post-formation. Et en fait, le public aussi te loue pas. Et Ouais. donc, après, j'étais à la cave pendant, bah, jusqu'à ce qu'il se fasse virer, quoi, pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire, pendant six Ah mois, ouais. j'ai plus joué. Ah, Non, j'ai plus joué, ils t'ont même pu réutiliser ou? j'ai plus joué. Pendant six D'accord. mois, j'ai plus joué. C'est-à-dire, pendant 6 mois, j'ai fait, donc c'était Brest-Ajaccio. Après, là, j'ai fait une petite dépression parce qu'après cette erreur-là, bah, vu que moi j'étais très perfectionniste et j'aimais en fait le regard de l'autre me mettait mal à l'aise aussi, le fait de rater des Oui. choses, bah, moi je tombe en dépression. C'est-à-dire que euh, je rentre chez moi, c'est mort. C'est-à-dire que là, il faut même plus me parler. Je suis chez moi dans le noir. Je vais à l'entraînement, je suis un zombie. C'est-à-dire que là, je me reconnais plus. Même jouer au foot, c'est compliqué. Et en plus de ça, ben, après, je peux comprendre, hein, mais peut-être au lieu que le coach ou quelqu'un du staff viennent un peu dédramatiser la chose et faire en C'est sorte vrai. que, ben, voilà, tu vois, essayer de comprendre, d'expliquer et de faire en sorte que j'aille mieux parce que je suis quand même, ben, en fait, ben non, t'es mis vraiment, mais vraiment, t'es mis de côté. C'est-à-dire que tu joues plus. Tu joues que en réserve. Tu t'entraînes en réserve aussi, ben, quand le groupe part en voyage. Ben, vas-y, ok, pas de problème. Et c'est vrai que cette dépression m'a fait mal, mais en même temps m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi de savoir pourquoi je joue au foot et de revenir aux bases. Tu joues au foot parce que tu aimes le foot déjà. Et après, C'est clair. derrière, on va mettre des choses en place qui vont te permettre, ben, d'aller mieux humainement. Et quand tu seras mieux humainement, ben, forcément, le footballeur, vu que les deux sont associés, bah, tu seras bien aussi. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de travailler sur ça. Et après, quand a été limogé Alex Dubon, bah, après, j'ai joué. Tu vois, j'ai joué directement, on s'est maintenu. L'année d'après, avec Chauvin, j'ai pas force pareil. Relations humaines, je sais pas ce que les gens ils ont avec moi, mais c'est pas grave. Mais pareil, j'ai joué quelques matchs. Et après, quand Alex Dupont revient en Ligue 2, je suis pas dans ses plans, mais j'ai joué un maximum. Alors là, j'ai joué. Bah, parce que quand on s'est serré la main, il savait que moi, j'avais pas confiance en lui, lui pas confiance en moi, mais que j'allais pas le trahir parce qu'à chaque fois qu'il allait me mettre sur le terrain, j'allais faire le job. Ouais. Tu vois? Et le fait d'être en Ligue 2 aussi a fait que ben, je me sentais mieux aussi mentalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je refais ma carrière, j'ai côtoyé la Ligue 1, j'ai côtoyé aussi les compétitions européennes, Oui. mais si tu me dis, moi, je suis un joueur de Ligue 2. C'est-à-dire que voilà, moi si je me catégorise, je suis un joueur de Ligue 2. Parce que j'ai fait, D'accord. après, là, tu vois, même si au Portugal, après, bon, Portugal, mais voilà, moi, en France, c'est joueur de Ligue 2 parce que c'est là où j'ai le plus joué. Oui. Puis peut-être que du coup, tu ressentais aussi un petit peu moins cette pression, parce que bah c'est aussi peut-être ça. Enfin, moi, je pense que c'est sûrement même ça qui t'a mis dedans, parce que ton équipe, elle a été quand même dure avec toi. On oublie que t'es un jeune joueur. Quand t'es à Brest, si je dis pas de bêtises, t'as entre 21 et 23 ans. T'es Ouais, un, t'es un jeune joueur, tu fais cette bêtise-là. Bah, c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. Je veux dire, même les plus grands, Marcel Desailly, les Laurent Blanc, même les Thiago Silva, ils ont tous fait des erreurs, ils sont tous passés par là. Et c'est vrai que c'est dommage de casser net la progression d'un jeune pour une erreur, même si je peux comprendre qu'à ce moment-là, Brest joue le maintien, joue sa survie ou quoi. Mais enfin voilà, enfin je trouve ça dur, mais encore une fois, heureusement que tu as eu cette occasion de te relancer un petit peu, de montrer un peu ce que tu savais faire et que tu aies pu te relancer en Ligue 2, quoi, et qu'on ait pu voir enfin le Tripi Makonda qu'on voulait voir. ouais, après, tu sais, c'est comme en société, hein. Il y en a qui ont droit, il y en a qui ont pas droit à l'erreur. C'est vrai. T'en as qui ont droit d'avoir plusieurs chances et t'en as qui, dès qu'ils font quelque chose, eh ben, C'est vrai. bon, on s'attarde sur eux. Après, c'était sur moi et honnêtement, bah, j'en veux pas à ces gens-là parce que ça reste que du foot et le foot, ça a été entre 12 et 15 ans de ma vie. Maintenant, je fais autre chose.
Mais c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué à passer au-dessus. Mais voilà, dans le contexte brestois, même si je me suis bien senti là-bas, hein, mais c'est vrai que le contexte brestois, comme tu l'as dit, le fait de jouer, le fait de pas vouloir descendre, bah, c'est un contexte particulier. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je passe d'un club où j'ai toujours le ballon à un club où je l'ai pas et je dois que défendre. Donc ça, même mentalement et psychologiquement, bah, faut l'encaisser. Et ça aussi, j'ai eu du mal. Parce que moi, quand j'étais latéral, donc j'étais très offensif. Et c'est vrai que quand tu te dis, bah non, en fait, tu montes pas. Tu vas monter que 2 fois dans le match. En fait, moi, ça me crispait. Moi, j'aimais pas ça. Ça veut dire que même au niveau de ma concentration, c'était pas bon parce que j'étais pas libéré. Je devais que me focaliser sur défendre. Et forcément, bah, quand tu te focalises trop, bah, il peut t'arriver des choses, des erreurs et tout. Alors que quand j'étais plus libre sur mon côté, bah, j'arrivais à faire les deux en même temps. Ouais. Et ben d'ailleurs, bah, comment, pour finir, enfin sur Brest, enfin comment tu juges ton passage là-bas? Est-ce que tu dirais mitigé? Est-ce que tu es quand même content de ce que tu as fait, de ce que tu as appris, parce que tu peux l'être? Ou est-ce que tu es un peu déçu dans le sens où tu imaginais peut-être une autre issue? Comment tu juges toi à titre personnel ton passage là-bas? Bah, t'imagines forcément une autre issue parce que là, c'est caricaturé, quand tu viens du Paris Saint-Germain pour aller à Brest, tu dis, bon, je pense que ça va le faire. Mais c'est vrai que la vie et la réalité, ce n'est pas ça. Mais content de ce passage à Brest, parce que, on était une équipe de jeunes, on était Ouais, vraiment tous des jeunes, tous. Et ça nous a permis d'avoir une émulation, de se tirer vers le haut. Donc on avait aussi une très bonne ambiance. Humainement, j'ai su aussi grandir, bah, parce que ça m'a permis de ces échecs et ces erreurs, de pouvoir réapprendre à me connaître. Après, au niveau du foot, bah oui, j'aurais pu mieux faire, mais je pense, sur les matchs que j'ai pu faire, bah, c'était très intéressant. Donc voilà, ce passage-là reste quand même intéressant dans une carrière parce que ça te permet de situer, de savoir qui tu es, où tu te trouves et où tu veux aller. ouais. Bah, du coup, bah, après Brest, bah, tu arrives au Portugal, donc c'est l'Académica Coimbra. Ouais, Et enfin, moi, à titre enfin, j'étais un petit peu surpris de te voir aller là-bas. Enfin, je me suis imaginé peut-être dans un autre club en Ligue 1 ou peut-être en Ligue 2, comme tu l'as dit. Euh, Pourquoi l'Académica Coimbra à cette époque-là? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités pour toi? Enfin, il y avait pas d'autres issues? Ou, enfin, comment ça s'est fait? si, je pense si, il y avait d'autres issues. Avant le Portugal, j'avais des clubs belges aussi qui étaient intéressés, mais tu connais, c'est toujours, tu sais, le mercato, c'est toujours des shortlists. Ouais, C'est-à-dire que dans ton mercato, c'est trois quatre joueurs qui ont le même profil. Ben, c'est limite le premier qui répond, tu vois. ouais, Je sais qu'à un moment donné, il y avait le Panathinaikos aussi qui était favorable et j'avais donné mon accord, mais avec le club, ça s'est pas fait. Mais le Portugal, parce que c'est une ouverture à l'Europe. Enfin, quand je dis l'Europe, au grand championnat. C'est-à-dire que quand tu oui, vas au Portugal, peu importe dans le club où tu vas être, si tu fais 6 mois où tu es performant, tu quittes, tu pars. c'est C'est-à-dire que vrai. tu vas dans soit Porto, Sporting, Benfica, ou sinon tu vas directement dans les clubs européens. Et pour le coup, là, c'était mon objectif. D'accord. L'Académie de Coimbra, parce que c'était enfin, il y avait Gilles Vicente, qui était intéressé, mais qui était dernier. Et Ouais, c'est vrai on m'a mis directement sur Académica de Coimbra. On m'a dit, écoute, c'est un club. En plus, c'était l'agent qui a fait cette opération, on connaissait Coimbra. Il m'a dit, ouais, va là-bas, club historique. Tu verras, au classement, ils sont intéressants, ça va. Ils ont gagné la Coupe de la Taça de Portugal face au Sporting. Ils ont fait l'Europa League. Donc, vas-y. Donc, je vais là-bas. Et, euh, et quand je vais là-bas, euh, je joue pas les premiers matchs parce que je suis un peu blessé à l'ischio. Ça n'a pas plu au club. Tant pis, c'est pas grave. Et, et en fait, quand je commence à jouer, je me fais les ligaments et le ménisque. ah oui, Ouais, donc en fait, j'avais déjà un ligament partiel.
quand j'étais à Brest, vers novembre, je l'ai eu. Et quand j'arrive au Portugal, premier match en mars, rupture ligament et fissure méniscale. Ah oui, donc ça commence pas de la meilleure des Ouais, manières pour toi. ouais, donc j'arrive et donc je passe 8 9 mois entre l'opération et la rééducation. Et après, quand je reprends, ben, tout va bien. D'accord, bah oui, bah du coup, t'as été blessé combien de temps? T'as été blessé 6 mois, un an? Ouais, j'étais blessé de mars 2015 et j'ai repris en novembre 2015. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, j'ai vu que pour ton retour, t'avais marqué un but, enfin, un coup franc. En plus, je suis allé le voir d'ailleurs avant de te Ça, recevoir. c'est l'année d'après parce que, en fait, quand on reprend, on Bon, descend en Ligue 2. En fait, moi, quand je reprends, on est toujours en Ligue 1 avec l'académie, mais je joue pas. Après, voilà, le Portugal, c'est aussi très business. Donc, oui, si tu ne marches pas avec tel agent qui est l'agent du club ou l'agent du coach, parce que lui aussi, il a des joueurs, bref. Ça aussi, c'est des trucs. Et c'est pour ça, honnêtement, j'ai quitté le foot parce que tout ça, ça m'intéressait pas. ouais. Et donc, en fait, on descend cette année-là. Et quand on est en Ligue 2, bah, c'est là que je joue. Quand on est en Ligue 2, c'est là, en fait, je touche mon potentiel. C'est-à-dire que c'est là où je touche vraiment, où je me dis, ah ouais, là, en fait, le Ton élément. potentiel, ouais, mon élément, mais même en termes de jeu. C'est-à-dire que là, là, tu commences à percevoir que le potentiel, tu commences à l'avoir. Enfin, tu commences à l'atteindre. Donc, on est en Ligue 2, et cette année-là, je fais 40 matchs. Je fais 40 matchs, le coach c'est Costinha, ancien joueur portugais, à Porto, Oui. Monaco et Monaco. international. Donc lui c'est mon coach et ça se passe super bien. Je suis même le quatrième capitaine du club, c'est-à-dire dans le groupe, et chose qui se Ouais. fait quand même rarement quand tu vas à l'étranger. C'est vrai. Respecté par le groupe aussi, de par ma manière d'être et de jouer. Et comme tu dis, c'est mon élément parce que c'est un football que j'admire, c'est que par le jeu. Tu t'entraînes Oui. que par le jeu. C'est-à-dire que la manière comment tu vas jouer, ben, on le fait à l'entraînement. Et après, en match, t'es pas perturbé parce que tu sais, t'arrives à voir, à lire le jeu, à lire les configurations de jeu, comment l'adversaire va venir, pourquoi il te presse, comment ils vont te presser, et à faire en sorte ben, de t'en sortir. Et c'est vrai que là-bas, ben, ouais, ça coule de source, quoi. C'est l'environnement où je me suis le plus amusé. Ouais. C'est vraiment là-bas que tu as pris vraiment le plus de plaisir? Enfin, c'est vraiment le club là-bas où le championnat et le club où où tu t'es vraiment amusé au niveau footballistiquement parlant? Ouais, je me suis amusé parce que, comme je t'ai dit, c'est en termes de potentiel. C'est qu'en fait, quand je rentrais sur le terrain, je sentais que, ouais, si je suis, si, si je, si je joue, on va dire, on appelle ça, c'est ce que je dis aux petits, si je joue avec mon pouvoir, donc mon pouvoir basique, genre mes compétences, je sais que ça va aller. Je sais que ça va rouler, je sais, parce que je sais quoi faire pour Oui. l'équipe. Et c'est vrai qu'au Portugal, j'étais dans ce registre-là. J'étais vraiment dans D'accord. ce registre-là. Et bah du coup, enfin, du coup, tu fais, je crois, c'est 3 saisons à l'Académica Coimbra, Ouais, 3, 4, 2 saisons et demie. 2 saisons et demie, oui, pardon, Ouais. autant pour moi, 2 saisons et demie. Et, euh, et malheureusement, enfin, t'es pas conservé. Pourtant, on t'est installé vraiment dans cette équipe. Tu le dis toi-même, Costinha te fait confiance, t'es le quatrième capitaine. Pourquoi à cette époque-là, à l'issue de la saison, on te garde pas? Enfin, est-ce qu'on t'explique? Est-ce que c'est vraiment un problème peut-être niveau argent, enfin niveau agent même peut-être? Enfin, comment ça se passe? Non, bah en fait, je sors franchement, d'une très bonne saison. D'une très bonne saison. Entre-temps aussi, on va dire, dans ma vie familiale, j'ai un truc. Et, et par rapport à la saison que j'ai faite, j'estime, et même, après même là-bas, en fait, il le disait aussi, bah, de trouver mieux.
Je pouvais rester à l'Académica, hein. Mais si je restais, je devais baisser mon salaire. Parce D'accord. qu'économiquement, sur l'Académica, c'était compliqué. Toi, des retards de paiement de 3 4 mois, à un moment donné, j'aime bien le foot, ça c'est sûr, Ouais, mais je dois aussi payer des factures. c'est vrai. Et donc l'Académica, et pour le coup, je me sentais bien là-bas, mais économiquement, ça pouvait pas le faire. Donc forcément, bah, tu cherches un autre club qui va te donner un peu plus d'argent par rapport à la valeur que tu as sur le terrain. Et c'est vrai que j'ai pas eu les clubs. J'ai eu Clermont qui est revenu, Clermont, Ligue 2. Oui. Le problème, c'est que Clermont, il me proposait un salaire, mais en fait, que je touchais en net au Portugal. D'accord, ouais. À un moment donné, oui, il n'y a pas de problème, j'aime le foot, mais tu peux pas me dévaloriser de cette manière, tu vois. Donc, en fait, je refuse Clermont. Et en plus, je pouvais rentrer en Ligue 2, mais je refuse Clermont. Tu as des clubs portugais, en fait, qui s'intéressent, mais c'est que des intéressements, en fait, tant que le joueur ne part pas, bah, c'est compliqué. Et c'est vrai que l'agent que j'avais portugais qui était là-bas, il s'est focalisé que sur les clubs de Ligue 1. Ouais. Donc, pour la faire courte, tu avais potentiellement Boavista qui était intéressé, mais il fallait que leur capitaine parte. D'accord. Ah oui. Tu vois. T'avais ouais, Madera qui était aussi Madera parce que le coach que j'avais co-signé est parti là-bas, qui est aussi intéressé. Oui. Mais voilà, c'est entre deux. Au niveau salarial, c'est quel poste il joue. Parce qu'en fait, au Portugal, je jouais latéral gauche et milieu. On ne sait pas trop D'accord. quel poste il joue, donc c'est un peu compliqué. Parce que le coach me voulait aussi. Et tu avais Varzim aussi qui s'était intéressé, qui était en Ligue 2, mais j'ai pas son pas d'image parce que l'agent en question s'était focalisé que sur la Ligue 1. Durant cette période-là, tu as Eupen D1 Oui. belge, En qui Belgique, ouais. s'intéresse, ouais, qui s'intéresse. Mais en fait, quand je vais là-bas, je me blesse. Tu vois, en fait, je devais signer l'après-midi, limite être titulaire ou dans le groupe face à Anderlecht, Ouais. mais l'entraînement auquel je devais signer, après je devais signer, je me blesse. Donc le président, il dit, bah, en fait, c'est mort. Et je peux pas te faire signer. Je devais faire aussi un essai à Livingstone, mais pareil, blessure. Donc en fait, il y a plein de petites choses qui font qu'ils ne sont pas été saisis, bah, parce qu'en fait, il y a eu voilà, des blessures qui sont venues heurter le développement. Et peut-être, après ça, c'est qu'avec des si, bah, si tu avais enchaîné par rapport à la saison que tu as faite, tu avais enchaîné, ben, ça aurait été peut-être intéressant, tu vois. Et là, tu aurais pu te jauger au niveau Ligue 1. Est-ce que là, vraiment, j'ai le niveau Primera Liga, ce que tu veux, Betclic, ou est-ce que vraiment Ouais. j'ai le niveau? Écoute, ça s'est pas fait. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà. Ah, ouais, c'est vrai qu'en plus, mais maintenant, quand on retrace un petit peu ton parcours et qu'on revoit, même là, je m'en rends compte, c'est vrai que tu as été beaucoup aussi freiné par les blessures, malheureusement, au cours de ta carrière. Enfin, ta progression, elle a pas aidé. Elle a pas aidé avec les blessures et j'imagine que pour toi, enfin, c'est un regret, enfin, d'avoir été autant blessé et de ne pas avoir pu montrer vraiment l'étendue de ton potentiel. Un regret parce que, enfin, le regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir bien soigné mes blessures. Parce que, comme je t'ai dit, quand tu es dans un football de performantiel, bah, à un moment donné, le coach, il a besoin de toi. Donc, même si tu es blessé, moi, je sais que j'ai fait des matchs, mais en fait, je devais même pas jouer. Mais vraiment, tu vois. Je me rappelle, j'ai Evian-Brest, bah, c'était l'année où Brest a failli descendre et on se maintient avec un point ou deux. Et là, je joue ce match-là, mais je joue ce match-là avec un trou dans l'ischio. Ça veut dire que limite, je peux pas jouer. Donc moi, je vais voir le coach, je vais voir le kiné. Je lui dis, écoute, là, je peux pas jouer. J'ai une énorme douleur à l'ischio. Je peux même pas limite courir. Il me dit, Tripi, là, c'est mort. T'es le seul latéral gauche. C'est impossible. T'inquiète, je vais te faire un truc. Donc là, il me met une crème chauffante où je sens plus mon muscle. Et il met on appelle ça les K-tape, les trucs qui tirent. Oui. Et donc, il me le met jusqu'à, en fait, limite courir, je sens pas, tu vois.
Mais tu vois, en fait, c'est des trucs où, durant ma carrière, en fait, j'ai joué avec des blessures qui ont fait qu'après, derrière, ben, quand tu dois passer un step, ben, ça te freine. Oui, Après, c'est pas des regrets. Franchement, en fait, c'est la vie. Oui, peut-être que j'aurais voulu voir bah, le potentiel dans lequel je pouvais aller le plus haut, le plus haut possible. Après, en fait, c'est la vie, quoi. C'est un parcours de vie qui fait que bah, ça réussit, des fois ça réussit pas. Puis voilà, c'est comme ça. ouais, c'est vrai. Et bah d'ailleurs, enfin, est-ce que t'as un regret vraiment sur ta carrière ou pas spécialement? Enfin, il y a quelque chose où tu te dis là, t'aurais fait ça peut-être différemment ou enfin, Non, t'as non, non. un regret vraiment là que tu notes? Ouais, le fait de... J'aurais bien voulu voir ma carrière en tant que milieu de terrain. Oui, Mais tu vois, vraiment au milieu de terrain. Parce que j'ai bataillé pour revenir à mon poste. Toi, c'était une bataille. À chaque club où j'allais, je leur disais, même, vous savez que moi, je suis milieu de terrain, hein. Ouais, mais non, mais ceci, cela. Donc, j'ai quand même, dans chaque club que j'ai été, j'ai quand même réussi à jouer milieu de terrain. Et ils ont vu le potentiel que j'avais à ce poste-là. Mais vraiment, peut-être le truc, c'est pas un regret, mais de se me dire quelle aurait été ma carrière si j'étais sorti en tant que milieu de terrain. Quand je dis milieu de terrain, c'est soit en sentinelle, en 4-3-3, ou soit ouais, dans un 4-3-3, dans un 4-4-2, tu vois. C'est ouais, le seul truc, pour le coup, où je me dis, bah, je sais pas. je vois. Et bah d'ailleurs, je voulais savoir aussi, enfin, où t'en étais en ce moment dans tes projets, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, aujourd'hui, moi, je suis dans la transmission, donc je suis éducateur. Éducateur au Paris Saint-Germain sur la catégorie U11 et éducateur à l'Académie Diomède, donc Bernard Diomède et Delphine Diomède, qui ont une académie depuis 17 ans maintenant, presque 20 ans. Je suis aussi consultant pour le Paris Saint-Germain, sur les matchs du Paris Saint-Germain, que ce soit Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, C'est vrai, j'ai vu. et consultant Canal+ Afrique sur la Ligue 1. Donc voilà aujourd'hui mon quotidien. Dans la transmission, bah forcément, en tant qu'éducateur et surtout facilitateur, accompagnateur, bah c'est intéressant de transmettre des choses aux gamins, enfin de transmettre des choses aux gamins, notamment au niveau social, parce que c'est ça le plus important, de faire des citoyens, devenir des citoyens de demain. Et après, dans le foot, on essaye aussi de leur promulguer quelques conseils pour qu'ils puissent, ben, les approprier et pourquoi pas après les appliquer à leur manière. C'est vrai. Bah, c'est un beau message de conclusion, Trippy. Bah, je vais te libérer, je vais conclure là-dessus. Déjà, bah, merci pour ton temps parce que tu m'as donné beaucoup plus que convenu. Donc, j'ai passé vraiment un super moment. Ça m'a fait plaisir de te revoir. J'espère que toi aussi, que le plaisir Ouais, était bien sûr. partagé. Bah, merci à toi en tout cas, merci de l'invitation. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses dans ton quotidien, sur les projets. Enfin, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Et puis, bah, pourquoi pas refaire une vidéo, reparler un peu plus en profondeur, redébriefer sur des matchs du PSG ou autre. Et voilà. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a fait plaisir, Tribi Makonda. Je te souhaite tout le meilleur. Et puis, bah, je te dis à très vite. Bah, merci pour l'invitation. C'était un échange intéressant, les questions aussi étaient intéressantes, donc ça a permis aussi d'avoir cet échange-là. Bah, continue à faire ce que tu fais, à faire des interviews comme tu fais. C'est toujours intéressant d'avoir aussi l'avis d'anciens joueurs, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même attention aux grands médias. Donc, on bifurque un petit peu sur des médias mainstream où on sait on sera pas mis en difficulté. Et surtout, ça, c'est une place où on va pouvoir parler et vraiment dire les termes par rapport à notre vécu. Donc, c'est toujours intéressant de discuter. En tout cas, merci pour l'invitation. Bah, merci, ça m'a fait plaisir, Tripi. Bah, je te dis à la Ouais. prochaine. Ciao, ciao. Ok, ciao. Merci, hein. Ciao. Bonne soirée.